Introduction aux ondes. Alors bonjour, donc aujourd'hui on va parler des ondes, c'est une petite introduction aux ondes et notamment aux ondes sinusoïdales. Une onde, c'est une déformation d'un milieu quelconque qui se propage à travers ce milieu-là. Donc des exemples, il y en a un paquet, on pourrait parler des vagues là, qui s'étendent sur l'eau lorsqu'on laisse tomber une petite roche ou une goutte d'eau ou quelque chose. Donc on voit les, les, les cercles qui s'agrandissent et qui se propagent. Donc ça, c'est une onde circulaire. Le son qu'on entend se propage dans l'air, donc c'est une onde. Si on se met à deux et on tient une corde et puis qu'on la fait vibrer, ben on peut créer des ondes. Il y a le champ électromagnétique, lorsqu'il oscille, on verra que c'est une onde. Et on peut parler de d'autres champs, comme le champ gravitationnel. On a aussi des ondes gravitationnelles. Les ondes, on va les regarder de deux façons. Donc, il y a deux types d'ondes qu'on peut regarder. Donc, il y a les ondes progressives et les ondes stationnaires. Donc, une onde progressive, comme son nom le suggère, c'est une onde qui se déplace dans une direction. Donc, on voit vraiment une progression. Donc, si j'ai ici ce rectangle qui se déplace à une certaine vitesse, ben, dans une direction, ben, c'est une onde progressive. La même chose, on aura souvent des ondes sinusoïdales. Donc, si j'ai un sinus ou un cosinus qui se déplace dans une direction, ben, c'est une onde progressive. OK? Une onde stationnaire, c'est plutôt une onde qui reste sur place. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qui reste sur place? Ça veut dire que l'enveloppe qui est ici, là, il va rester en place. Okay? L'onde ne se déplacera pas vraiment, mais on va voir que ça va osciller. Donc, si je le fais aller, là, je le montre comme ça. Donc, on voit que ça oscille, okay? Mais on voit que la forme là, reste sur place, fait juste osciller sur elle-même. Okay? Donc, ça, c'est une onde stationnaire. Ça se trouve que, là, je ne le démontrerai pas, mais une onde stationnaire, ça peut être vu comme la somme de deux ondes progressives, une qui se déplacerait, par exemple, vers la droite et une qui se déplacerait vers la gauche. Donc, si elles sont identiques et seulement la direction est différente, ben, on va créer une onde stationnaire comme celle-là. Ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que dans le cas d'une onde, c'est pas les objets qui se déplacent, c'est vraiment la déformation. Donc ici, là, j'ai une déformation, mais cette déformation est formée de cercles, ou ça peut être des boules, des balles, peu importe. Là. Ce qui est important, c'est que ces balles-là, ils vont rester à peu près au même endroit. Okay? Ils vont bouger, ils peuvent osciller, ils peuvent se déplacer, mais ils vont rester à peu près au même endroit. C'est pas c'est pas ces boules-là qui vont se déplacer lorsque l'onde va se déplacer. Donc, si je le fais aller, maintenant ici, vous voyez, on fixe une des boules bleues. Bien, la boule bleue reste sur place. Elle bouge de haut en bas, mais dans la direction X, il n'y a aucun déplacement. Okay? Il pourrait en avoir si c'était une onde longitudinale, mais même dans le cas d'une onde longitudinale, on reste quand même en moyenne sur place. Okay? Donc, c'est vraiment la déformation qui se promène. Donc, c'est ça. Donc, l'orientation, on a deux types d'orientation, si on veut. Donc, on a des ondes longitudinales. C'est des ondes qui se propagent dans une direction, et puis la déformation, elle est dans cette direction-là. Autrement dit, ici, ça peut être le cas ici de l'air. Hein. Si dans l'air, la couleur pourrait représenter la densité de l'air, ben, il y a des régions où il y a un creux de densité, il y a des régions où il y a une densité plus grande. Hein, lorsqu'on fait vibrer l'air avec des sons lorsqu'on parle, ben, ça va comme ça, il y a des parties qui vont vibrer. Okay? Donc, on va compresser l'air, la décompresser, la compresser, la décompresser. Et cette déformation-là va se propager dans cette direction-là. Mais en moyenne, les particules vont être restées là, à la même place. L'onde transversale, au contraire, elle ne se déplacera pas dans la direction de la propagation. Ça va être perpendiculairement que ça va se passer. Donc, c'était le cas là, de l'onde sinusoïdale qu'on vient de voir. Donc,
les balles ou les particules vont osciller là, comme ça de haut en bas. Donc c'est perpendiculaire à la direction de propagation. Je vous ferai remarquer que c'est de haut en bas, mais ça aurait pu être dans une autre direction, encore une fois, qui est perpendiculaire à la propagation, mais qui serait, par exemple, qui rentrerait dans l'écran ou sortirait de l'écran. Okay? Donc rentrante-sortante. Donc ces façons de vibrer-là, on appelle ça des polarisations. Donc j'ai deux polarisations transversales, puis j'ai la polarisation longitudinale. Donc j'aurais trois ondes possibles. Ça, c'est si j'ai un solide. Évidemment, si c'est un gaz comme l'air, ben, il y a seulement une onde longitudinale comme ça qui est possible. Ça ne fait pas vraiment de sens de faire vibrer les particules perpendiculairement. On va maintenant définir c'est quoi les paramètres là, qui vont nous permettre d'écrire notre onde, une onde sinusoïdale. Donc une onde sinusoïdale, ça va avoir cette forme-là. Hein, c'est la forme d'un sinus ou d'un cosinus. Et puis, bon, on a le premier paramètre qui est la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, c'est la distance là, avant que l'onde se répète. Donc on a un schéma ici qui se répète, donc c'est périodique. Et la distance caractéristique, c'est lambda, une lettre grecque, et c'est ce qu'on appelle la longueur d'onde. On a aussi l'amplitude, donc c'est comme la hauteur de l'onde, si on veut. On va la définir normalement par rapport à une ligne là, centrale, donc l'amplitude, ce serait A, donc ce serait la moitié de ça ici. Donc là, ici, j'ai deux fois l'amplitude de représenter. On a un autre paramètre qui est la période. On va utiliser souvent un T majuscule. La période, donc c'est comme la longueur d'onde, mais pour le temps. Ça va correspondre au temps avant que le schéma se répète. Le temps qui s'écoule avant qu'un schéma se répète. L'inverse de ça, donc 1 sur la période, ça va correspondre au nombre de cycles par unité de temps. Ça, c'est la fréquence. On va utiliser soit la lettre grecque nu ou la lettre F. Donc, je vais préférer utiliser F puisque le nu ressemble parfois à un V. Là, donc, on va éviter là, la confusion. Donc, le F. Et la fréquence, ben, si c'est le nombre de cycles par seconde, ben, à ce moment-là, on va appeler ça des hertz, comme on a vu en électricité. Puisque la fonction sinusoïdale, c'est une fonction qui, dont l'argument du sinus ou du cosinus, ça se répète à toutes les 2 pi, parce que notre cercle trigonométrique, c'est sur 2 pi. Donc, on va souvent définir une fréquence angulaire et un vecteur d'onde. Donc, c'est des quantités angulaires. Là. La fréquence angulaire, ça se trouve être 2 pi fois la fréquence. Donc, ça nous simplifie la vie, là, parfois, de l'exprimer comme ça. Et puis, le vecteur d'onde, de la même façon, bon, ben, le K, c'est 2 pi sur la longueur d'onde. Donc, quand le K augmente, ben, la longueur d'onde diminue, mais il y a un 2 pi là, entre les deux. On peut aussi montrer qu'il y a une vitesse de phase, donc la vitesse à laquelle ce truc-là oscille, c'est relié au produit là, de la longueur d'onde par la fréquence, ou on pourrait dire c'est la fréquence angulaire divisée par le vecteur d'onde, on pourrait aussi l'exprimer comme ça. Ce qui fait que la fonction d'onde, ben, je l'écris comme ça. Donc mon onde sinusoïdale, je l'écris comme ça, c'est une fonction qui va dépendre de la position et du temps. Et donc, j'ai l'amplitude fois le sinus et l'argument du sinus, qu'on appelle la phase, ben, il y a K fois X moins oméga T si ça se déplace vers la droite. Si ça se déplace vers la gauche, ben, ce sera plus oméga T. Et j'ajoute ici un terme de déphasage parce qu'on ne sait pas exactement où ça va débuter, où ça... Donc, on a un petit décalage possible, c'est ce qu'on appelle le déphasage. Donc, ça, c'est ma fonction sinusoïdale. La fonction sinusoïdale, elle n'est pas banale parce que toutes nos autres fonctions, notamment là, les fonctions périodiques, ben, on va les exprimer, on peut les exprimer si on veut, en composantes sinusoïdales, donc des sinus ou des cosinus. C'est pas évident, mais bon, je suis capable de calculer quelque chose comme ça. Donc, la fonction qui est ici, j'ai été capable de la représenter par une somme de sinus et de cosinus. Là, c'est un petit peu compliqué, puis c'est... En fait, je ne veux pas rentrer dans les détails, là, c'est des choses que vous allez voir au cégep. Mais, vous voyez les paramètres, là, C, c'est la largeur de mon pulse, il y a un pulse, et L majuscule, ben, dans le fond, c'est comme mon lambda, c'est la longueur d'onde.
Donc, je fais une somme. Le sigma veut dire que je fais une somme avec des termes, et le n va varier. Donc, le n va varier. Je commence à 1. Je dis n est égal à 1, OK? Et ça va jusqu'à l'infini. Donc, j'ai une partie ici qui est un coefficient parce qu'il ne dépend pas de x. Là, j'ai une fonction de x. Ça ne dépend pas de x. Ça va être mes fréquences, si on veut, mes fréquences spatiales. Mais l'amplitude de chacune de mes fréquences spatiales. Et j'ai ici le 2, mon terme là, qui dépend de x. Là, c'est un cosinus, parce que ma fonction, j'ai déterminé qu'elle était paire. Donc, si j'applique ça, ben, je me rends compte que si je prends un terme, c'est sûr que ça ne marche pas. Là. Je marque un terme, bon, oui, j'ai un sinus, bravo, mais ça ne reproduit pas du tout ma fonction originale. J'en rajoute 2, c'est loin d'être parfait, hein? Je ne reproduis pas encore. Mais vous voyez qu'à mesure que j'augmente, n égale à 3, n égale à 10, ça commence à ressembler un petit peu, mais il y a des petites imperfections, mais ça commence à ressembler un peu. Si je vais à 100, oh, OK, là je vois que j'ai vraiment les côtés là, de mon pulse qui sont bien définis. C'est les coins qui sont mal définis. Mais si je pousse et que je m'en vais jusqu'à 10 000, ben là, vous voyez que c'est exactement la même chose. OK? Il faudrait que je zoome pour voir des différences. Puis si ce n'est pas suffisant, ben je rajoute des termes. Donc ça, c'est quand même assez puissant. C'est ça, dans vos systèmes audio, on va analyser les fréquences. Quand vous avez du son, ben le son, ce n'est pas tout le temps un signal sinusoïdal, mais on le transforme en somme de signaux sinusoïdaux. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, ça, c'est assez puissant. C'est pour ça que la fonction sinus est importante. Maintenant, si je regarde les ondes circulaires, je regarde, par exemple, j'ai mon bonhomme qui oscille de haut en bas, comme ça, là, au-dessus de l'eau, par exemple. Donc, il peut osciller comme ça. Il y a des vagues qui s'en suivent. Le maximum, je vais appeler ça une crête. Le minimum, on peut appeler ça un creux, ou ça peut être le bas de la crête, la vallée. Bon, il y a plus qu'une façon de le dire. Le milieu, là où ça va correspondre à la moyenne, donc à mon 0, on va appeler ça un nœud. On va appeler ça un nœud. Donc ça, c'est la vue de côté. Si je regarde du dessus, ben là, je vois vraiment mes cercles là, qui s'éloignent du centre. Donc tout ça, avec le temps, là, ça s'éloigne vers l'extérieur. Les cercles grossissent. Je pourrais en rajouter. Je peux en rajouter comme ça. Et puis éventuellement, ce que je vais regarder, c'est que si je regarde de loin, ben, ces côtés-là, où là j'ai mes crêtes, ça devient presque parallèle. On appelle ça on va appeler ça une onde plane. Si je m'en vais loin de la source, ben, ça devient des lignes parallèles. On va appeler ça des fronts d'onde. Okay? C'est un terme qui va être très important pour nous. Si maintenant je regarde qu'est-ce qui arrive, je peux regarder, là, je peux me mettre à un certain endroit puis regarder les ondes, les fronts d'onde qui se déplacent vers moi. Donc là, je pourrais dessiner ce qu'on va appeler un rayon. Donc c'est une ligne qui est perpendiculaire à mes fronts d'onde, qui s'en va dans le fond, dans la direction de l'onde, là où je me trouve. Le rayon, j'en ai plusieurs. Donc je pourrais dessiner, au lieu de dessiner des cercles, je pourrais dessiner des rayons comme ça. Donc ça, c'est pour des ondes. Là, on a dessiné une onde circulaire. C'est sûr qu'il va y avoir une différence entre l'onde circulaire et l'onde sphérique, notamment au niveau de l'énergie. Si au début, j'ai de l'énergie que je fais propager dans mes cercles, ben, plus que je m'éloigne, plus que l'énergie dans une petite portion du cercle, ça va diminuer parce que en m'éloignant, ben, je distribue cette énergie-là sur une circonférence. Donc l'énergie pour une onde circulaire, mais ça va être comme 1 sur R. Alors que si c'est une onde sphérique, ben là, je vais devoir distribuer sur une surface de sphère, donc des sphères qui grossissent, donc ça va être proportionnel à 1 sur R carré, l'énergie va diminuer plus rapidement. Donc, en conclusion, on a vu qu'une onde, c'était une déformation d'un milieu qui se propageait dans le milieu, et que cette déformation-là pouvait se faire dans la direction de propagation de l'onde, on appelait ça une onde longitudinale, ou perpendiculairement à cette direction-là. Donc là, on avait des ondes transversales. Les déformations, on peut les décomposer en ondes sinusoïdales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de fondamentalement important en technologie notamment.
Et puis, loin de la source, ben, nos fronts d'onde sont des lignes droites. Et puis, ça va nous permettre de définir des rayons, donc des lignes, des flèches qui vont être perpendiculaires à ces fronts d'onde-là.